audio. Oh la vache, c'est quoi ce délire? Si je vous dis belle famille, dans quel état ça vous met? Peut-être que ça vous met du baume au cœur, que vous faites partie des chanceuses et des chanceux qui ont trouvé un espace de tendresse là-dedans. Ou alors, peut-être que ça vous donne des sueurs froides, parce que vous n'êtes pas si bien lotis dans cette famille que vous n'avez pas choisie ou dans laquelle vous n'avez pas grandi. À savoir que quand on parle de belle famille, il y a plusieurs cas de figure qui se présentent. D'un côté, il y a les familles recomposées. On se met en couple avec quelqu'un qui a déjà des enfants d'une précédente relation. Et de l'autre, il y a les parents de son mec ou de sa meuf, qui deviennent donc nos beaux-parents. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que, quelle que soit la configuration, les liens avec la belle famille sont très imprégnés de notre culture patriarcale et de névroses parfois très profondes. Il faut aussi se rendre compte que oui, chacun a son rythme et son cheminement. Que toi, tu arrives dans une famille où tu vois tout de suite des défauts et des trucs insupportables. Bah ouais, mais les autres, tu vois, avoir le temps d'avoir la même vision sur leur père ou leur mère, c'est compliqué. Je m'appelle Naomi Titi et pour cette saison du Cœur sur la table, le podcast où on décortique nos relations pour les réinventer, on a eu envie de tester des nouvelles façons d'échanger sur nos liens. Les documentaires qu'on a diffusés ont créé tellement de discussions qu'avec l'équipe de Binge, on s'est dit pourquoi pas les avoir directement dans le podcast. En octobre 2025, avec mes deux invités, on avait parlé des situationships et vous avez été très très nombreuses et nombreux à nous écouter et à réagir surtout. Cette fois-ci, pour coller à cette période festive de décembre, j'avais envie d'aller sur un autre terrain relationnel qu'on a toutes et tous déjà foulé dans notre vie. La belle famille. Pourquoi les relations avec la belle famille sont si singulières et parfois si électriques? Comment ça se fait que ça peut être si délicat de naviguer à l'intérieur? Et puisqu'on diffuse cet épisode à quelques jours de Noël et du Nouvel An, on va vous proposer une mise en situation concrète. Comment faire pour survivre au repas de fin d'année avec sa belle famille? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Titiou Lecoq. Bonjour Titiou. Bonjour. Tu es autrice de romans et d'essais féministes dans lesquels tu mélanges des réflexions personnelles sur plein de sujets de ta vie quotidienne à travers donc ce prisme féministe. Tu as longtemps été journaliste aussi. Tu as 45 ans et tu vis avec ton conjoint et tes 2 fils. Ça a son importance puisque tu en parles beaucoup dans ton travail. Et tu es aussi très friande de conseils en tout genre. C'est l'objet de ton dernier livre, La vie ressemble à ça, qui est apparu à l'automne 2025 chez l'Iconoclaste. Donc ce livre, c'est une collection de fragments, de choses que tu as comprises au fil de ta vie, avec des conseils de tes proches ou des gens qui te lisent. Et dans ce livre, on peut autant trouver des tips de ménage que des réflexions sur les féminicides ou la blanchité, plein d'enseignements sur la parentalité et les relations. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors pour commencer, à ton avis, pourquoi les relations avec la belle famille, elles sont si particulières ? Alors, en général, il y a quand même beaucoup de gens pour qui déjà les relations de famille sont compliquées. Et on a un peu cette idée de les relations que tu choisis, c'est les amitiés, les amours, etc. Et les relations que tu n'as pas choisies, qu'on t'a imposées, ça va être tes collègues de travail. Mais bon, tu fais pas Noël avec eux, a priori. Et ta famille. Et la belle famille, c'est un truc qu'on te rajoute en plus, quoi. Tu as choisi une personne et derrière, on va t'en imposer d'autres. Il y a un peu une espèce de degré de choses qu'on peut réussir à assimiler. Et donc, on fait des efforts avec sa famille. Mais faire des efforts avec la famille de quelqu'un d'autre ou avec quelqu'un qu'on considère comme un peu extérieur à sa famille, ça fait clasher. Et quand j'ai travaillé vraiment sur un peu le rôle des belles-mères, notamment, donc qui se mettent en couple avec quelqu'un qui a déjà des enfants, la belle-mère, elle est dans la pire situation possible. C'est le worst case scénario. Et je me suis notamment rendu compte qu'il y avait assez peu de choses sur le sujet, mais les psys qui ont écrit dessus disent en fait toutes vos petites failles d'enfance, tous les petits trucs un peu pas réglés, vos petites insécurités, si vous devenez belle-mère, elles vont exploser. Et effectivement, on se reprend un peu tout dans la gueule. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre aussi, ces relations avec la belle famille, que le couple, ça n'implique jamais que les 2 personnes du couple. En fait, ça implique tout un entourage, la famille du conjoint, de la conjointe, comme tu l'as dit. Aussi, c'est des relations
qui sont un peu incontournables en fait. C'est assez rare des gens qui se mettent en couple et qui rencontrent jamais la famille de l'autre finalement. Oui, j'ai même envie de dire, ça sera un red flag. Si tu te mets en couple avec quelqu'un qui ne te présente jamais sa famille, tu te dis, waouh, au bout de 15 ans, c'est qu'il y a quand même un sujet. Tu es obligé de les fréquenter. En même temps, tu les fréquentes pas forcément. Donc, tu as vraiment plusieurs cas de figure. Mais les adultes, a priori, tu les fréquentes pas non plus trop. Et je trouve que ça pose un peu le sujet qu'on n'a pas réussi à régler de tu te mets en couple avec quelqu'un et parfois tu es dans l'idée de fonder une famille, fonder ta propre famille. Mais en fait, comment tu fondes une famille avec déjà ta famille à toi derrière et la famille de l'autre. Et cette espèce d'agencement, il y a des gens qui, par miracle, y arrivent très très bien. Dans la plupart des cas, c'est quand même plus compliqué. Mais moi, je sais j'ai trouvé qu'on nous avait survendu dans les années 90 la famille recomposée absolument parfaite. C'était sur TF1, il y avait une série qui s'appelait Une famille formidable. Et vraiment, oui, il y avait des engueulades autour du poulet du dimanche, mais en vrai, ils s'aimaient tous très fort. On a retrouvé Bruno, figure-toi. S'il veut me revoir, c'est à lui de faire le premier pas. Faut pas le prendre comme ça, Julien. C'est ton petit frère. Ça déstabilise tout le monde, cette histoire. Le calme olympien que les enfants nous ont laissé ces derniers temps risque de se transformer en tsunami. Ça nous changerait les idées. Et côté américain, il y avait un truc qui s'appelait Notre belle famille, Step by Step, où genre c'était un couple qui se mettait ensemble et au total, ils avaient 12 enfants. Waouh. Mais tout se passait tellement bien. Bien sûr. On riait au milieu des pancakes et tout. On faisait « Oh, c'est merveilleux !» These are my kids, Karen and Mike. Marc. Oh, right, Mark. These are mine. Al, Brendan, and JT. Say hi, kids. Hi. And what handsome boys you are. And you are just very cute. Very nervous, aren't you? Toi aussi, tu parles des belles-mères, notamment dans ton roman le plus récent, Une époque en or, qui est paru en 2024. Et dans ce roman-là, tu racontes l'histoire d'une belle-mère dans une famille recomposée, qui s'appelle Chloé Bertoul. Chloé, elle est avec un homme qui s'appelle Greg, avec qui elle a eu un garçon, Raoul. Mais avant de rencontrer Chloé, Greg, il a eu une fille avec une autre femme qui s'appelle Colette. Et donc, cette Chloé Bertoul, tous les lundis, elle va au BMA. Alors, qu'est-ce que c'est les BMA ? Le club des belles-mères anonymes. Mais ce qui est génial, c'est que l'idée m'est venue... c'est ma belle-mère à moi qui m'en a parlé, qui m'a dit « Oh là là, j'ai entendu, il y a ça qui existe, des clubs, c'était les marâtres anonymes. » Ouais, et je l'ai le club des marâtres. Ouais, et je l'ai transformé en belle-mère anonyme. Mais je m'étais dit, waouh, mais que se disent ces femmes ? C'est génial, des espaces de liberté comme ça où tu peux, mais dire tous les trucs que tu n'as pas le droit de dire, où tu prends sur toi, évidemment. Et j'aime bien ces idées de cercle de parole. Et dans les BMA, là, dans le roman, il y a cette idée aussi que c'est ouvert évidemment aux hommes, mais elle dit, en fait, ils restent jamais bien longtemps. Pas parce qu'ils ont réglé leurs problèmes avec leurs beaux-enfants, mais parce qu'ils ont quitté leur meuf, en fait. Alors que les belles-mères, elles s'accrochent, elles sont là, elles disent « Mais si, cet enfant va m'aimer, ça va être merveilleux. » Et techniquement, tu ne peux pas forcer un enfant à t'aimer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est marrant parce que justement, ce club des marâtres, j'ai écouté un documentaire qui a été fait par France Culture dans l'émission Sur les Docs. Et ça existe donc vraiment et on entend des extraits de ce club des marâtres. On se retrouve les premières vacances qu'on pense, c'est un peu en amoureux et puis qui se retrouve à être 3 semaines avec le petit de son chéri qu'on aime par-dessus tout mais qui impose quand même un rythme d'un enfant de 3 ans. Ça surprend. Ma belle-fille nous a annoncé qu'elle avait une bonne nouvelle pour nous, une moins bonne pour sa mère. C'est-à-dire qu'elle voulait revenir vivre chez nous. Elle avait fait un gâteau pour les petits, donc c'était super gentil, sauf qu'elle avait mis le bazar dans la cuisine et j'ai eu le malheur de dire « T'aurais pu au moins faire la vaisselle » et là j'ai eu le droit à « Mais c'est super, elle a fait un gâteau !» En plus il était pas bon son gâteau. Et tu sens qu'en fait elles en peuvent plus, quoi. Que c'est tellement compliqué d'établir des liens. Mais c'est tellement de souffrance. Et comment ça se fait ? Parce que déjà, la situation de mère est quand même quelque chose où tu es dans le sacrifice, le ton de soi, etc. Enfin, tu vois, on sait la charge qui pèse sur les mères et ce qu'on attend en termes de care. Tu as la même chose sur les belles-mères, sachant qu'en plus, comme c'est pas ton enfant,
Tu n'es pas censé t'énerver sur ton... Tu vois, tu peux pas te mettre à crier, à péter un plomb, c'est pas possible. Parce que ça passe du coup pour une violence qui est vraiment insupportable. Et en plus, derrière, t'as quand même, c'est le job le plus ingrat du monde, même si c'est pas un job, mais c'est le CDD de la parentalité. C'est-à-dire que les enfants, tu leur donnes énormément, tu t'occupes d'eux, etc. Et t'as quand même un peu l'idée que, au bout du compte, si ça se passe pas trop mal, ils viendront te voir à l'EHPAD, quoi. Et ils changeront peut-être tes couches, tu vois. Et qu'il y aura un retour à un moment. Retour sur investissement. Voilà. Quand t'es belle-mère, tu te dis, ah non, mais en fait, ça se trouve, on ne se parlera plus du tout à ce moment-là, le couple sera fini. Enfin, donc, tu es vraiment censé donner autant, pareil, sans compter, mais sans jamais attendre rien en retour. Et cette position-là, waouh, je me dis, c'est quand même, il y a une violence et une souffrance, et c'est là où si tu n'es pas hyper au clair, déjà toi, avec ta propre enfance, ça peut donner des trucs vraiment compliqués. Et il y a une vraie souffrance des belles-mères, tu vois, mais qui a un tabou. Ouais. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est que j'ai compris que ce qui se passe mal souvent entre les belles-mères et leurs beaux-enfants, ça se cristallise beaucoup avec les belles-filles, avec une forme de rivalité qui s'installe, presque contre leur gré. C'est exactement la rivalité qu'il y a dans Blanche-Neige avec sa belle-mère qui décide de l'empoisonner parce qu'elle veut rester la plus belle femme du royaume. Et cette rivalité-là, bon, on sait que c'est vraiment un terreau patriarcal. Toi, t'as travaillé ça dans ton roman ? Oui, c'est pour ça qu'il fallait évidemment que ce soit une petite fille et que voilà, il y a un truc de rivalité par rapport au père et qu'en même temps, mon héroïne se dise « Je suis en rivalité avec une gamine de 8 ans. » Enfin, j'en ai 38, c'est quand même vraiment ridicule. Mais il n'empêche que, tu vois, le moteur de rivalité est quand même là. Donc oui, c'était important de jouer de cette rivalité-là. Et ce qui est aussi très compliqué, ça va être, et je sais notamment sur les clubs de marâtres, etc., c'est les rapports avec l'ex-compagne. Et là aussi, tu es sur des trucs hyper sexistes de rivalité entre femmes. Enfin, tu vois, c'est vraiment piégeux dans tous les aspects possibles. Mais dans le livre, je voulais montrer comment tu arrives à construire une relation avec des enfants qui, du coup, étant vraiment une relation qui sort de nulle part et qui peut être hyper belle. Et moi, j'ai eu beaucoup de retours de belles-mères qui me disaient « Moi aussi, je souffre, c'est difficile. » Et j'ai eu beaucoup de retours d'enfants qui parlaient de leur belle-mère en disant « Mais moi, j'adore ma belle-mère. » Et dans le roman, en fait, je ne l'ai pas énormément développé, mais j'ai quand même dit, Chloé, elle est belle-mère, mais elle a eu des beaux-pères avant. Sa mère a divorcé plusieurs fois, etc. Donc, elle a eu des beaux-pères, elle s'est retrouvée dans cette situation, tu vois, inversée. Et juste, elle n'avait pas compris la souffrance que ça pouvait être pour l'adulte, qui évidemment est la personne qui prend sur lui. Et donc, je trouve ça assez chouette de me dire, en fait, il y a plein d'enfants qui ont des super souvenirs avec leur belle-mère ou leur beau-père. Ce parfum de moquerie et de répulsion qui colle à la peau des belles-mères, comme Chloé Bertoul dans Les Familles recomposées, c'est quelque chose qu'elle partage avec une autre figure de belle-mère sur laquelle on va se pencher maintenant. C'est la belle-mère au sens de mother-in-law en anglais, donc la mère de son conjoint ou sa conjointe. Et à ce sujet, plusieurs auditrices nous ont raconté que leur relation pouvait être assez houleuse avec leur belle-mère. C'est le cas de Camille, une jeune femme en couple hétéro. De son côté, les tensions ont surgi quand elle a accouché de son premier enfant. On va écouter son témoignage. Ma belle-mère, elle était infirmière puère et cadre dans une maternité, la maternité de la ville qui est pas loin de chez nous. Nous avons décidé d'accoucher dans l'autre maternité, la maternité publique, ce qui lui a pas vraiment plu au départ, mais voilà, c'était notre choix. Donc il y a eu quelques petites réflexions du genre quand j'ai annoncé que je voulais accoucher sans péridurale et que j'aimerais allaiter, elle m'a dit oui, comme tous les autres, tu la demanderas quand tu seras dilatée à 4 ou 5. Donc voilà, c'était toujours très encourageant, mais bon, c'est pas grave, les choses se passent. Je suis déclenchée, faute de liquide amniotique. Du coup, on prévient nos proches, enfin nos parents, nos amis proches, nos frères et sœurs, en leur disant voilà, c'est ça qui va se passer, et c'est enclenché, on vous recontactera quand on sera 3, quoi. Désormais, ça va bien se passer, et ça peut durer, mais vous inquiétez pas. Moi, j'ai à gérer toute ma déception de ne pas accoucher de manière complètement physio. Enfin, voilà, tout ce que ça provoque, en plus avec toutes les émotions qu'on peut avoir dans ces moments-là et les yo-yo hormonaux. Et ma belle-mère me répond comment ils ont déclenché. Je dis écoute, on a dit qu'on ne répondrait pas
au message. Voilà. Et là, elle rentre dans une colère. Je vois, c'est que des SMS, mais je ne suis pas n'importe qui. Tu ne me réponds pas comme ça. Alors j'essaye de recadrer en disant mais écoute, c'est ce que j'ai envoyé aussi à mes parents, mes frères et sœurs, mes amis. Il n'y a pas de problème, quoi. C'est pas méchant de ma part. Et en fait, j'ai passé la première nuit de mon déclenchement à gérer les émotions négatives de ma belle-mère qui avait décidé qu'elle devait savoir puisqu'elle était de la partie. Donc bon, tout ça se passe. Elle finit par accepter. De toute façon, on finit par éteindre nos téléphones. Donc là, mon enfant naît et elle vient nous voir à la maison. Quand elle arrive, ma petite fille est en train de téter le sein. Et donc elle arrive, elle me fait la bise. Et là, elle prend mon sein, elle pousse mon sein, elle fait un bisou au bébé et elle lâche mon sein. Et alors là, je suis un peu, je mets du temps à réagir parce que je suis un peu sidérée. Je me dis, mais comment c'est possible en fait? Je dis, mais c'est mon sein là que tu viens de toucher. Elle me dit, oh, vieille habitude professionnelle. Alors bon, déjà ça me pose un peu problème qu'un professionnel puisse comme ça toucher des seins sans demander l'autorisation, mais encore plus quand c'est ma belle-mère. Waouh, quand même, elle a fait ça quoi. Et ça l'a pas du tout choquée, dérangée. En tout cas, c'est pas ce elle s'est jamais excusée de ce geste-là. Enfin, après, quand j'en ai parlé avec mon conjoint qui n'était pas présent à ce moment-là, on en a rediscuté avec elle, on a reposé les limites. Mais voilà, il a fallu à chaque étape de cette naissance et de ce démarrage de vie de notre petite fille rappeler les limites de non, tu n'es pas en fait sa maman, tu n'es pas là pour jouer la soignante avec moi. Et ça a été assez éprouvant, tout en sachant qu'on a quand même un peu 2-3 autres trucs à gérer quand on accueille son premier enfant. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque? Voilà, si on est sur un cas extrême quand même. Là, c'est vrai. J'ai pris celui-là pour montrer un cas qui est beaucoup revenu, c'est les tensions sur l'éducation en fait, des L'éducation, enfants. Ça bien sûr, évidemment. Mais je pense qui en plus se joue avec quelque chose lors d'un changement générationnel, c'est-à-dire que la génération des grands-parents actuels, oui, ils avaient un cadre éducatif pour nous et ils avaient des préceptes, mais enfin, il n'y en avait pas plein non plus. Moi, je sais que je mangeais des tartines de Nutella devant la télé pendant toutes les vacances scolaires et on trouvait que c'était très bien. Et donc, c'est sûr qu'on a une génération où nous, on est sur un projet quand même éducatif très construit, on a plein d'interdits parce qu'on a plein de peurs pour nos enfants dans le monde actuel aussi. Est-ce que ça va vraiment avec un truc de confiance dans le monde ou pas? Et on sait qu'on est dans des situations de crise, donc on veut préserver nos enfants, donc on est hyper sur l'alimentation, il faut manger ça, il faut, voilà, les jouets c'est ça, c'est pas les écrans, enfin... Et c'est incompréhensible pour la génération des grands-parents. Il y en a plein qui se disent, qui ont en plus l'impression de faire des efforts, mais ils se disent, c'est pas un peu d'écran, un peu de tablette qui va les tuer non plus. Mais je trouve qu'on apprend aussi à le gérer. Alors, je vais me faire un peu l'avocate du diable. Je vais prendre le côté un peu des grands-parents. Moi, de mon expérience de parent, il y a quand même donc cette volonté absolument de protéger nos enfants au départ. Tu vois, tu as un tout petit bébé et on est totalement responsable. Et tu as quand même un truc de surcontrôle et de pouvoir dessus. Donc tu dis, du coup, tout ce qu'il va ingérer, tout ce qu'il va voir, tout ce qu'il va entendre, il faut que ça passe par moi et que je le filtre. Et en travaillant sur les grandes oubliées d'histoire, je me suis rendu compte que, tu vois, le modèle de la cellule familiale, un papa, une maman, une mère au foyer, etc., c'est quelque chose de très récent. Et en fait, dans l'histoire de l'humanité, on a plutôt fonctionné sur ce qu'on appelle l'alloparentalité. Et en fait, des clans humains où les enfants étaient élevés plutôt en collectivité. Et en dehors de l'Occident, il y a plein d'autres cultures où ça se fait toujours. Et donc, je trouve que c'est très occidental, en fait, comme problématique. Ouais. Et peut-être qu'à un moment, il faut aussi qu'on accepte, alors ça vient aussi quand les enfants deviennent plus grands, que quand ils sont avec les grands-parents, c'est pas les mêmes règles et c'est pas tout à fait la même chose. Et peut-être que le fait de se confronter aussi à l'altérité et à d'autres règles, pour les enfants, c'est peut-être pas plus mal. Peut-être ça les enrichit d'autres choses et que en tant que parents, il faut qu'on se dise « Ok, on accepte de lâcher un peu ». Mais je sais que c'est hyper compliqué. Surtout là, avec vu qu'il y a une couche en plus. Mais pas se faire toucher les seins. Voilà, clairement, mon exemple ne fonctionne pas avec celui-là, on est d'accord, bien sûr. Ce qui est intéressant sur ces frictions autour de comment on éduque les enfants, c'est que là, la belle-mère, elle parle aussi à partir de son expérience professionnelle. Et cette friction-là, qui se retrouve particulièrement entre les belles-mères et les belles-filles, c'est quelque chose qui est millénaire. En fait, on le retrouve dans la littérature, dans les caricatures, dans les romans, les poésies, les contes. C'est quelque chose que j'ai vraiment perçu quand j'ai fait mes recherches pour cet épisode. Et avec
tout ça un gros sous-texte assez sexiste, puisque très tôt, on a représenté la belle-mère comme une figure repoussoire, très envahissante et ridicule. J'ai vu des caricatures où elles étaient représentées comme des femmes déchues de toute féminité, extrêmement laides, comparées à des chameaux, des vipères, des guenons, enfin vraiment la totale. Et ce qui me questionne, c'est que cet héritage, c'est sûr que ça nous a conditionnés en fait dans la façon dont on appréhende presque par défaut les relations avec les belles-mères. Toi, tu as des souvenirs que tu gardes de ça dans tes lectures ? Ce qui est intéressant, c'est que tu vois, la déconstruction féministe qu'on a faite autour des amitiés féminines ces dernières années, de la sororité, de se dire en fait on nous a mises en compétition les unes avec les autres en permanence pour le regard des hommes, te rends compte, c'est exactement la même dynamique dans les rapports belle-mère-belle-fille tels qu'on a pu les mettre en scène et dont on a fait en plus un sujet de moquerie, quoi. Donc là, on a un travail, je pense, féministe à faire par rapport à ça, de repenser, de comprendre aussi le vécu de ces femmes-là, des autres générations, de nous, comment est-ce qu'on peut leur parler, comment on peut communiquer. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se joue là-dedans et je ne sais pas, j'ai un peu... Alors, moi, j'ai un biais parce que mon public forcément lit des essais féministes, mais en rencontre depuis quelques années, j'ai de plus en plus souvent, là c'est arrivé plein de fois ces dernières semaines, des couples belle-mère-belle-fille qui viennent ensemble à une dédicace, où la belle-mère offre mon livre à sa belle-fille. Enfin, ça, j'en ai beaucoup quand même. Ah, c'est beau, ça. Et y compris, j'ai beaucoup de belles-mères qui offrent à leur belle-fille le couple et l'argent. Ce que je trouve vraiment rigolo. Essai dans lequel tu parles de la façon... comment le couple appauvrit les femmes au bénéfice dans les couples hétéros des hommes. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut réussir à bouger une fois qu'on s'est rendu compte que c'est une relation dans laquelle on arrive avec... Tu vois, une lourdeur misogyne derrière qui nous dépasse. Un gros bagage, quoi. Ouais. Si ça vous intéresse, chers auditeurs, il y a un livre collectif sur ce sujet qui a été dirigé par l'historienne Yannick Ripa, qui s'appelle « L'étonnante histoire des belles-mères », paru en 2015 aux éditions Belin. Justement, pour se sortir de ces situations-là, pour trouver cet apaisement, on a eu quelques conseils de nos auditrices. Je vous propose qu'on écoute celui de Marie. Je pense qu'il est important de faire un pas en arrière et essayer de comprendre la personne qu'on a en face de nous, d'analyser un peu son passé et juste essayer de voir comment elle peut réfléchir et imaginer les choses. Parce que, par exemple, en l'occurrence, ma belle-mère, c'est cette génération de personnes qui ont le sentiment que la relation parent-enfant est pyramidale. Et de ce fait-là, c'est les parents qui savent mieux que leurs enfants. Et les enfants doivent le respect total à leurs parents, alors que c'est peut-être pas forcément attendu à l'inverse. C'est très compliqué pour eux de se remettre en question et d'accepter les critiques. Donc, de fait, je dirais que c'est pas forcément une bonne idée de faire des attaques frontales. Il y a aussi le fait que le conjoint, est-ce qu'il est soutenant ou pas? Est-ce qu'il arrive à s'affirmer auprès de ses parents? Ça peut aussi être compliqué. Par exemple, mon mari commence petit à petit à semer des choses et à dire des choses à ses parents. Donc il y a aussi le conjoint qui a un impact énorme sur la relation avec son beau-père ou sa belle-mère. Voilà, c'est quelques pistes à analyser, je pense. Alors, est-ce que tu as d'autres conseils à ajouter à ça? Mais alors, mon conseil, et qui va être le même quand on va parler vraiment du dîner de Noël, c'est, je crois qu'il faut être au clair avec ce qu'on veut et ce qu'on attend de ces relations-là. Soi-même déjà. Est-ce que c'est une relation qu'on veut absolument que ça marche, c'est important, etc. Et dans ce cas-là, on est prêt à faire des efforts, à aller discuter, à essayer de comprendre ce que ressent l'autre, pourquoi il y a de l'agressivité parfois, etc. Et puis, il y a des fois où juste tu te dis, non, c'est des gens, j'en ai un peu rien à foutre, je n'ai pas envie de faire ces efforts. Et dans ce cas-là, il faut aussi se dire, voilà. Et c'est à voir avec le conjoint, ce qui est acceptable ou pas. Voilà, ma limite, c'est ça, c'est tel propos, je ne veux plus les entendre. Si j'entends ça, je vais réagir, sache-le. Mais je pense que vraiment, le fait de se dire, je sais ce que j'attends de ces relations, je sais où est-ce que je place ces gens-là dans ma vie, et de cadrer un peu les choses. Et en fait, si tu arrives sans avoir réfléchi avec tout ce qu'il y a derrière, les névroses des uns, des autres, voilà, c'est sûr que ça va être explosif.
justement, cette question des limites par rapport au dialogue, parfois houleux, qui peuvent avoir lieu dans ces réunions-là, on va venir à ce sujet. Et notamment, là, on va réintégrer un peu plus la figure du beau-père, parce que là, on en a peu parlé, parce que elle est moins caricaturée en général dans les représentations, mais il existe quand même une figure un peu stéréotypée, alors que la belle-mère, souvent, on a l'image qu'elle protège son fils de sa belle-fille parce qu'elle serait pas assez bien pour lui, on va dire dans le cas le plus stéréotypé. Le beau-père, lui, ce serait un modèle masculin à qui le gendre doit prouver sa virilité pour obtenir, en gros, la main de sa fille et son assentiment. Donc ça, c'est un grand classique des comédies américaines populaires. Par exemple, Thomas Rozek, le rédac-chef de Binge, il m'a parlé du film Mon beau-père et moi. Bien sûr. Avec Ben Stiller et Robert De Niro. Tout le monde, c'est l'heure de la dinde. Jack, à vous l'honneur? Non, la dinde, c'est vous maintenant. Merci, Jack. Je suis flatté. Donc voilà, là, il y a déjà quand même cette figure-là du beau-père qui peut planer, mais en dehors de ça, on les retrouve sur d'autres terrains de conflit et ça s'est bien ressenti dans les témoignages qu'on nous a envoyés. On va en écouter un tout de suite, c'est celui de Salomé. L'année dernière, j'ai voulu organiser Noël avec ma belle famille et mes parents, mon frère et ma sœur, puisque mes beaux-parents se plaignaient de ne pas passer Noël en famille avec vous. Habituellement, on le passe soit dans ma famille, puisqu'on s'entend très bien avec ma famille, on passe un très bon moment, soit on le passait seul, puisque j'ai un métier qui est très prenant à Noël. Donc là, on a voulu faire plaisir à tout le monde. Ça s'est très mal passé. J'ai très très mal vécu ce Noël. Mes beaux-parents ont fait des remarques racistes pendant tout le repas. Ils ont donc passé leur repas à provoquer ma sœur. Alors moi aussi, mais moi j'essayais de prendre sur moi. Ma sœur, et elle a tout à fait raison, est sortie de ses gonds. J'étais très contente que quelqu'un le fasse pour moi, j'avoue. Et c'est très bien puisqu'elle n'a pas d'enjeu vis-à-vis de ma belle famille. Ensuite, des remarques d'homophobie en disant que le cousin, il savait qu'il était homosexuel depuis qu'il était tout petit, puisqu'il aimait les poneys. Donc voilà, évidemment, là, j'ai pas pu m'en empêcher. Je suis sortie de mes gonds également, ma sœur aussi. Donc ça, je l'ai très très mal vécu. Et puis, il y a eu aussi un épisode où ils ont fait du chantage au bisou à mes enfants, en disant si tu veux ton jouet, tu me fais un bisou. Donc ça, c'est mon mari qui a explosé en disant mais en fait ça c'est inacceptable et nous refusons que vous fassiez du chantage au bisou. Donc ça s'est très mal passé. Et mon beau-père a décidé de faire la tête pendant, donc ça c'était le lendemain, c'était pour le petit déjeuner de Noël. Il a fait la tête pendant tout le petit déjeuner de Noël, avec une ambiance du coup horrible, alors que j'adore les fêtes de fin d'année, que j'adore passer Noël en famille, que mes enfants sont en bas âge et que c'est censé être un moment merveilleux. Donc ma décision, dans l'attente de nous fâcher de manière définitive avec eux, mais ça, je ne veux pas prendre cette décision parce que ce ne sont pas mes parents. Je laisse à mon mari le soin de le faire s'il en ressent le besoin. Dans l'attente, j'ai donc décidé de passer 1 an sur 2 avec ma famille et 1 an sur 2 avec ma belle famille. C'est un peu triste parce que cette année, c'est la mauvaise année. Bon, là, c'est finalement, ce genre de situation, ça arrive avec sa propre famille, mais je trouve qu'on entend bien dans ce témoignage-là la difficulté quand c'est avec les beaux-parents qu'il y a des grosses divergences idéologiques. Vraiment, mon conseil, c'est toujours ce truc de dire, en fait, soyez clair avant le repas sur ce que vous attendez. Déjà, c'est pas la même chose si c'est chez vous ou chez les autres. Et c'est tout à fait possible de se dire à deux, en fait, voilà, nous, notre limite des trucs qu'on ne veut pas entendre chez nous. Les propos homophobes, c'est non. Les propos racistes, donc direct, on se met d'accord, mais avant même de recevoir les gens, à deux, genre, s'il y a quelque chose comme ça, on le dit calmement mais fermement, c'est non chez nous. Ça, on n'en veut pas. Ça peut être possible de se dire, OK, on a ça, on fixe nos limites. Et après, ça dépend aussi beaucoup de est-ce que tu veux faire changer d'avis les gens ou pas. Et ça dépend de ta démarche, de ton rapport avec les gens et de ton état de fatigue. Tu vois, moi, je suis un peu la féministe de service dans tous les dîners, toutes les soirées, etc. Il y a des fois, juste, j'ai pas envie. Mais il y a des fois, je dis, OK, je pense que cette personne-là, ça vaut le coup, qui vient de dire une énormité. Et on va appeler cette personne Jean-Michel de manière très originale. Mais je sens que Jean-Michel, il y a moyen de trouver un terrain de discussion.
Et j'ai assez d'énergie et je me dis, OK, j'y vais. Et dans ce cas-là, si vous êtes dans cette... vraiment, mon conseil numéro 1, c'est Jean-Michel dit un truc, plutôt que lui sauter à la gorge en lui disant « c'est n'importe quoi », même si c'est n'importe quoi, c'est non, vous laissez Jean-Michel parler. Et en fait, si vous voulez discuter avec quelqu'un, il faut que cette personne ait eu l'impression d'avoir pu exprimer son point de vue. Et très souvent, on se rend compte que derrière, il y a beaucoup d'incompréhension, de peur, de trucs mal compris, de fake news. Enfin, tu vois, moi, j'ai parlé avec des ados qui me disaient « Ah là là, les féministes, on les déteste et tout ». Donc, j'aurais pu leur sauter à la gorge. Et quand je creusais, c'était parce qu'ils avaient vu sur Internet que les féministes, elles voulaient les obliger à dire « elle pleut » ou « elle neige ». Oui, voilà, tu vois. Donc, si on va peut-être en discuter, les chatons. Alors non, c'est pas la première des revendications des féministes. C'est ça, il y a peut-être d'autres choses avant. Voilà. Mais en fait, une fois que tu as laissé les gens exprimer leur peur, leur colère, leur rancune, etc., et ça peut être difficile de l'entendre, c'est pour ça qu'il faut se dire avant, OK, je me sens armée et assez en forme pour subir ce discours-là, je l'écoute, je pose des questions, j'essaye de comprendre d'où il vient, ce qu'il y a en jeu, etc., de partir sur des trucs, ah, t'as cette impression, mais il s'est passé quelque chose, ça doit être très effrayant pour toi d'avoir cette impression de grand remplacement. Par exemple. Voilà. Et après, de commencer à dire, mais t'as vu ce sondage, t'as vu cette étude, en fait, c'est pas du tout ce qu'on pensait, enfin, et d'essayer d'amener des faits, des chiffres, des concepts, etc., et je te dis pas que tu vas réussir à convaincre les gens en face de toi dans la soirée. Il n'empêche que tu as ouvert un espace de dialogue, tu as créé une connexion avec quelqu'un qui se dit « Ah, peut-être que tu vois, il va y réfléchir après, peut-être qu'il y a quelque chose qui va un peu bouger. » Moi, cette année, j'ai fait des interventions dans des établissements pénitentiaires. J'y vais aussi sur cette marche-là, en me disant « Ok, on peut réussir peut-être à faire bouger les gens à... » voilà. Et je tiens d'autant plus ce discours que, là, je vais rejoindre Salomé Saké. On est quand même à un moment où il va y avoir des élections. Exactement. Qui vont être super importantes. Et Salomé Saké, elle dit, il y a une étude qui a montré qu'en fait, les gens, ce qui les détermine le plus dans leur vote, c'est les informations qu'ils ont de la part de leurs proches, de leur entourage. Et donc, ça va être plus que le JT, ça va être ce que vous pouvez réussir à porter comme message au dîner de famille, justement. Et donc, je me dis... OK, on n'est pas vraiment, majoritaire. Donc peut-être que ça vaut le coup qu'on arrive, si vous avez l'énergie et si vous sentez la capacité de le faire, d'essayer de gagner une ou deux personnes. Enfin, tu vois, je me dis là, on est sur un enjeu quand même politique et culturel tellement important. Bon, plutôt qu'aller faire le porte-à-porte, tu vois, comme ils font aux États-Unis, peut-être juste commencer par le repas de Noël. Mais ça, c'est quand même dans des situations où on se sent suffisamment sécurisé par rapport à sa belle famille. Ouais. Bon, c'est vraiment pas tout le temps le cas. Moi, par exemple, je vais te raconter l'histoire de ma première belle-mère dans le premier couple lesbien dans lequel j'ai été. C'était une femme qui était très proche de sa fille, de ma copine de l'époque. Je pensais que du coup, ça allait créer une très belle relation. J'avais hâte de la rencontrer et tout. Et donc, quand j'ai commencé à la voir, elle était extrêmement froide avec moi, à me dire bonjour, mais vraiment le minimum de la politesse. Et donc vraiment, j'ai dit après coup à ma copine de l'époque, je sais pas si elle est lesbophobe ou si elle est raciste, quoi. Parce que moi, je suis, pour celles et ceux qui me connaissent pas mon visage, moi je suis métisse, moitié camerounaise, moitié française. Et donc, c'était une mère blanche et ma copine était blanche. Et donc, dans ce genre de situation, j'avoue que moi, je savais pas trop où mettre. Toi, est-ce que tu as des conseils par rapport à ça pour se sortir de ce genre de situation, par exemple ? C'est un peu difficile comme ça dans l'abstrait. Tu vois, mes conseils de réussir à parler sont beaucoup avec des gens où tu sens c'est des gens sympas et tout, mais juste qui racontent n'importe quoi et que tu peux un peu les recadrer. Quand tu sens que derrière, en fait, il y a quelque chose qui a l'air d'être d'un ordre plus psychologique, sur des rivalités émotionnelles, etc., c'est vraiment à toi de voir, est-ce que tu dis, ça vaut le coup que j'essaye d'avoir une discussion avec cette personne, d'ouvrir le truc. Ou je me dis, non. Mais après, je pense que c'est à voir, toi, en l'occurrence, ça aurait été à voir avec ta partenaire, de lui dire, est-ce que c'est important pour toi que je m'entende bien avec ta mère ? Est-ce que tu veux que je fasse des efforts et que voilà ? Ou est-ce que c'est bon, on s'en fiche et notre histoire, elle existe en dehors d'elle, quoi. Et ça, c'est des trucs à voir aussi dans son couple.
Ouais, justement, dans le cas, par exemple, des couples non hétéros, je pense que c'est une question qu'on se pose tout le temps parce que ça arrive très souvent qu'on se retrouve dans des situations où on est très mal accueilli parce qu'il y a un fond d'homophobie familiale qui n'était pas forcément évident au début, mais on se retrouve là et en fait, c'est ça qui nous saute à la gorge. Et en effet, je pense que ça met un cadre qui est que peut-être qu'on s'oblige moins à se taper ces dîners avec la belle famille si on n'a pas envie d'y aller. Et je me dis que finalement, tout le monde pourrait avoir cette souplesse-là. Pourquoi est-ce qu'on s'oblige tellement à avoir des liens étroits avec les parents du partenaire ? T'as l'impression qu'on s'oblige beaucoup à ça ? Moi, j'ai l'impression que je ne suis jamais tellement obligée à ça. Après, moi, j'adore ma belle-mère. Mais ma belle-mère, c'est une militante féministe. Donc, tu vois, on part sur un truc... Mais je ne sais pas si on s'oblige tellement. On s'oblige pendant les 2 heures que vont durer le dîner, mais... Quand il y a par exemple les configurations avec des enfants, que la belle-mère ou le beau-père, ils veulent être très investis avec les enfants, mais que les liens sont très compliqués, ou les anniversaires, enfin voilà, toutes les grosses étapes comme ça, souvent ça peut très vite aller au clash en fait. Ouais, mais c'est là aussi où, en vrai, le problème dans ces configurations de belle famille, c'est le problème de la personne dont c'est la famille. Et que, tu vois, c'est un billard à 3 bandes. Et que c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment des discussions à avoir en couple, de dire, écoute, tu vois, tes parents, c'est insupportable. Qu'est-ce qu'on fait ? Le témoignage tout à l'heure a été très bien là-dessus, sur, du coup, on fait un Noël sur 2, et c'est pas à moi de prendre la décision, on ne les verra plus, parce que c'est pas ma famille, c'est celle de mon compagnon. Donc effectivement, à un moment, ta marge d'action, elle est limitée à où en est ton ou ta partenaire, et ce qu'il et elle est prête à faire à ce moment-là. Mais tu peux pas faire plus. Tu peux dire, moi, ma limite, c'est ça, et puis après... Mais ça demande quand même de renégocier ces contrats qui sont un peu tacites. Ouais. Mais et surtout de les négocier, mais vraiment de les verbaliser. Moi, je pense que c'est ça le pire. C'est quand tu as l'impression que tu peux pas le dire, tu peux pas en parler, tu peux pas dire genre ton père. Et vraiment, en fait, faut réussir à pouvoir avoir cette discussion sur ce qui s'est passé et du coup sur comment on gère l'avenir, quoi. Et parler, mais c'est un truc de base de la vie de couple. C'est ça. Et dans les situations comme celle qu'on a entendue, où par exemple il y a un Noël sur 2 où elle sait qu'elle va devoir se coltiner sa belle famille, quelles sont les parades si on n'a pas envie d'avoir ces débats, d'essayer d'avoir ce dialogue, si on n'a pas l'énergie, si on n'a pas les clés. Moi, j'ai repéré dans ton livre un conseil qui est « La plupart des gens adorent parler d'eux ». Oui, c'est un conseil qu'on m'a envoyé et c'est trop... Parce que j'avais fait Donc j'avais écrit, moi, tous mes conseils, plein de choses, etc. Et j'avais fait un appel sur Internet. Et j'ai créé une adresse mail qui fonctionne toujours pour que les gens m'envoient leurs conseils. Et donc, une femme m'a envoyé, en fait, quand vous ne savez pas quoi dire à un dîner, etc., poser des questions aux gens, ils adorent parler d'eux. Et c'est trop mignon parce que je l'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps. La femme qui m'avait envoyé ce conseil est venue en dédicace en librairie. Elle m'a dit, c'est mon conseil. Je dis, mais trop bon conseil. Ouais, c'est vrai. Et en plus, je pense que si tu poses des questions un peu de fond à quelqu'un, même quelqu'un que tu n'aimes pas sur sa vie, il y a quand même des chances pour que tu comprennes mieux cette personne au bout d'un moment. Quel genre de questions, par exemple ? Je sais pas, des questions sur son enfance, sur de quoi cette personne rêvait quand elle était petite, de c'est quoi les 3 plus grandes réussites de sa vie, ses 3 plus grands regrets. Enfin, tu vois, des trucs un peu comme ça. Et après, tu peux faire des jeux en famille. Alors, j'ai jamais testé, mais on avait fait ça à un dîner avec ma maison d'édition. On s'entend tous hyper bien. La question, c'était si tu devais te choisir un slogan dans la vie que tu écris sur un t-shirt et tu vas porter ce t-shirt tous les jours de ta vie jusqu'à ta mort. C'est quoi la couleur du t-shirt et c'est quoi le slogan ? Waouh ! Et c'était super intéressant, en fait. Du coup, les gens racontent des trucs sur eux sans vraiment le dire. Enfin, bon. Donc, tu peux aussi essayer de créer autre chose par ces moyens-là. Et après, tu te dis, moi, je suis très... Il y a des propos qu'on n'accepte pas, ça, on s'est mis d'accord, donc, tu vois, direct, homophobie, racisme, enfin, tu vois, ça tombe, voilà. Les propos misogynes, c'est un peu à ma charge, je suis un peu l'arbitre de est-ce que j'accepte ou pas, est-ce que j'ai le courage d'avoir une discussion ou pas. Ça dépend des fois, et ça dépend de qui aussi, et de si c'est quelqu'un qui peut bouger ou pas. Tu vois, les jeunes, un dîner de famille où tu as un ado de 15 ans qui dit de la merde sur les filles, lui sautez pas à la gorge, en fait. Essayez, lui, on peut encore le sauver. Essayez de parler avec lui et de le faire un peu bouger, tu vois. C'est pas mal le jeu des t-shirts, je garde ça en tête.
Et par exemple, si on arrive à un cas de figure où ces conflits par rapport à la belle famille, ils viennent parasiter le couple et que justement ça pose des problèmes dans cette relation-là. Par exemple, si le conjoint veut plus voir sa belle famille ou la conjointe inversement, ou enfin voilà, même dans des couples non hétéros, et que cet ultimatum il marche pas. Enfin, comment on peut résoudre ça ? Est-ce que tu as déjà entendu ce genre d'histoire ? Alors, je pense qu'il faut pas mettre d'ultimatum, faut pas dire c'est eux ou moi. Ouais. C'est pas une très bonne manière de faire. Mais tu peux dire, moi, ça me coûte trop. Émotionnellement et psychologiquement, le coût est trop élevé. Je peux plus encaisser cette chose-là. Donc, je ne les verrai plus. Et ça, c'est des discussions. Mais il faut pas jouer le eux ou moi. Dans le témoignage de tout à l'heure, on entend quand même un peu qu'elle se dit que son compagnon va finir par moins voir sa propre famille et que c'est juste aussi un cheminement qu'il doit faire, lui, et qu'elle ne veut pas lui mettre un ultimatum, mais qu'elle se dit que sans doute ça arrivera à ça. Et il faut aussi se rendre compte que oui, chacun a son rythme et son cheminement. Que toi, tu arrives dans une famille où tu vois tout de suite des défauts et des trucs insupportables. Bah ouais, mais les autres, tu vois, pas avoir le temps d'avoir la même vision sur leur père ou leur mère, c'est compliqué. Bon, après qu'on ait donné tous ces cas un peu complexes, est-ce que tu peux nous dire ce qui te donne de l'espoir dans ces liens d'alliance avec la belle famille ? Bah, je te dis, moi, je pense à vraiment toutes les dédicaces où j'ai des belles-mères et belles-filles. Mais c'est tellement génial quand je les vois arriver ensemble. Souvent avec des cas où c'est la belle-fille qui a fait découvrir un de mes livres à la belle-mère, etc. Et elle partage quelque chose. Et c'est vraiment en dehors de moi. J'ai l'impression que du coup, ça recrée de la sororité et qu'elles ont un espace de discussion commun. Et du coup, venir en librairie, en rencontre, c'est un truc qu'elles se font toutes les deux. En dehors des hommes, en dehors du fils, du gendre, tu vois. Donc je me dis, en fait, on a quasiment un espace à conquérir, à reconquérir, tu vois, de sororité, qui sont encore autre chose. Et vraiment, lisez des choses sur l'alloparentalité. Non, mais ça permet d'ouvrir et de se rendre compte qu'il y a plein de liens à retisser, à réimaginer, qui sont en dehors de cadres très figés de famille nucléaire. Est-ce que tu aurais une œuvre à recommander sur le sujet de l'épisode aujourd'hui ? Oui, alors moi, c'était sur les belles-mères. Il y en a 2 et elles ont un point commun qui est un peu drôle. C'est un film, le film de Rebecca Zlotowski, Les enfants des autres. Magnifique film. Qui est magnifique et qui est quasiment sur le sens de la vie. La dernière scène, Virginie Efira qui marche dans la rue, qui se met à sourire, j'étais là genre, oh waouh, j'ai pleuré. Ouais, c'est très beau. Et il y a un autre, c'est une série qui s'appelle Tout ira bien. Mais c'est drôle parce que c'est aussi avec Virginie Efira, elle joue aussi une belle-mère. Et qui est un truc sur la famille, c'était sur Disney+, mais c'est une série française, mais géniale. L'écriture de cette série, c'est une des meilleures séries que j'ai vues ces 10 dernières années. Trop bien, merci beaucoup Titu Lecoq. Merci. Et voilà, c'est la fin de cet entretien du cœur sur la table sur la belle famille avec l'autrice féministe Titu Lecoq. Je vous recommande vraiment de lire ses livres, ils sont très accessibles, super drôles et bien documentés. Revoici les titres de ceux dont on a parlé dans notre échange. Il y a le roman Une époque en or et le livre La vie ressemble à ça, tous deux parus aux éditions L'Iconoclaste. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Évidemment, il y aurait encore plein d'autres choses à raconter sur ce sujet, notamment sur l'alloparentalité, ces liens très spéciaux qu'on peut tisser avec les enfants des autres. On espère pouvoir débroussailler tout ça dans des épisodes à venir. Et ce nouveau format d'émission de conversation où je pars de vos problèmes de love et de relations pour les décortiquer avec des spécialistes et tenter de mieux les comprendre, est-ce que ça vous plaît ? Si oui, surtout faites-le nous savoir dans les commentaires. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse lecoeur@binge.audio pour nous faire vos retours et nous confier les sujets que vous aimeriez qu'on traite. Et puis bien sûr, si cet épisode avec Titu Lecoq vous a plu, partagez-le au maximum autour de vous, à votre pote qui vit la misère avec ses beaux-parents par exemple. Le cœur sur la table est un podcast créé en 2021 par Victoire Tuaillon et produit par Binge Audio. Moi, c'est Naomi Titi et depuis 2024, j'ai repris la supervision éditoriale de ce podcast et c'est moi qui ai préparé, mené et monté cet entretien avec à mes côtés toute une fine équipe. À la prise de son, Jude Rigaud, à la réalisation et au mixage, Paul Berthiaud, Charlotte Bex et Marie Foulon sont à la production et à l'édition,
Thomas Rozek, c'est le rédac-chef de Binge Audio. Merci à toute cette équipe et bien sûr, merci à vous, très chers auditeuristes, pour votre écoute et votre soutien. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que vous les passerez bien entourés et que vous écouterez plein de bonne musique. À très bientôt dans Le Cœur sur la table.